Ma mère m'a montré du doigt devant tout le tribunal et m'a appelé la sangsue de la famille. Ma sœur était assise derrière elle, souriant d'un air suffisant comme si l'héritage de grand-mère était déjà le sien. J'ai simplement fait glisser une page scellée sur la table. Le juge a lu la première ligne, puis a levé les yeux et a dit « Madame, levez-vous ». La salle d'audience est devenue silencieuse d'une manière que les cuisines ne le sont jamais. Le doigt de ma mère était toujours pointé vers mon visage, son alliance brillant sous les lumières fluorescentes lorsqu'elle a crié « Petite voleuse avide ». Comme si j'étais entré par effraction dans la maison de ma grand-mère au lieu de passer les 3 dernières années à la maintenir en vie. Ma sœur était assise une rangée derrière elle dans un blazer crème qu'elle ne pouvait pas s'offrir, souriant dans sa tasse de café pendant que nos proches regardaient le sol. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris l'enveloppe scellée de mon sac à main, je l'ai fait glisser sur la table jusqu'au greffier des successions, et j'ai regardé la bouche de ma mère se contracter comme si elle savait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Je m'appelle Jenna Whittaker. J'ai 33 ans. Et au moment où le juge a lu la première ligne de cette page, l'histoire que ma famille racontait sur moi depuis des années a commencé à s'effondrer en public. J'avais imaginé que le tribunal des successions semblerait plus froid, plus formel, moins comme un dîner de famille où tout le monde s'était mis d'accord à l'avance sur qui était le problème. Mais nous étions là, dans le département 6 du palais de justice du comté, avec ma mère, Evelyn Whittaker, portant ses perles d'église et son visage de mère blessée. Ma sœur cadette, Marissa Caldwell, était assise derrière elle, une cheville croisée sur l'autre, faisant défiler l'écran de son téléphone entre des soupirs dramatiques. Mon oncle Paul n'arrêtait pas de se frotter le front. Ma cousine Nathalie refusait de me regarder, et à côté de moi sur la table du conseil était posée une boîte à preuves en carton pleine de la vie de ma grand-mère, son chéquier, ses journaux de médicaments, un carnet à spirale bleue avec des taches de café sur la couverture. Une pile de reçus d'épicerie du petit marché près de chez elle où le caissier me demandait souvent si mademoiselle Lilian voulait les pêches molles ou les fermes. Cette boîte était la raison pour laquelle ma mère me détestait. Non pas parce qu'elle prouvait que j'avais volé. Parce qu'elle prouvait que je ne l'avais pas fait. Ma grand-mère, Lilian Carvey, était décédée 8 semaines plus tôt à 86 ans. Elle avait laissé derrière elle une petite maison en briques avec des boiseries blanches écaillées, un compte d'épargne qui paraissait plus grand qu'il ne l'était parce qu'elle était terrifiée par les maisons de retraite, et assez de ressentiment familial pour remplir chaque banc à ses funérailles. Pendant 3 ans avant son décès, c'était moi qui l'emmenais à ses rendez-vous, payais ses factures depuis son compte, me disputais avec les compagnies d'assurance, changeais les piles de ses appareils auditifs. Et m'asseyais avec elle pendant les longues soirées où elle confondait les ombres du couloir avec mon grand-père. Ma mère appelait cela donner un coup de main. Marissa appelait cela mon truc. Grand-mère appelait cela de la survie. Personne d'autre ne voulait de cette responsabilité pendant qu'elle était en vie. Mais à la seconde où elle est morte, tout le monde s'est soudainement souvenu d'elle comme d'un actif. La requête que ma mère avait déposée disait que j'avais exercé une influence indue. Elle disait que j'avais isolé ma grand-mère de la famille. Elle disait qu'il manquait des fonds. Elle disait que j'avais manipulé une vieille femme solitaire pour qu'elle change son testament. Le mot manipulation reposait sur la page comme une tâche. Car s'il y avait une chose que ma famille savait faire, c'était vous accuser de la chose qu'ils étaient déjà en train de faire. L'audience avait à peine commencé quand ma mère s'est levée sans y avoir été invitée. Son avocat, un homme à l'air fatigué nommé Monsieur Blankford, a cherché à attraper sa manche, mais elle l'a repoussé. « Votre honneur, je me suis assis silencieusement pendant des semaines pendant que ma fille volait cette famille à l'aveugle, a-t-elle dit, sa voix tremblant de cette manière polie qu'elle utilisait aux funérailles et aux réunions du conseil scolaire. Ma mère était vulnérable. Jenna a profité d'elle. Elle avait toujours besoin d'argent, toujours besoin d'attention. Elle était la sangsue de la famille. Ce mot a traversé la pièce. Sangsue. Ma tante Denise a fermé les yeux. L'oncle Paul a chuchoté, Evelyn. Marissa a fait un petit bruit derrière sa main. Cela aurait pu être un rire. J'ai baissé les yeux vers mes mains. Il y avait encore une marque en 2001 sur mon pouce causée par la pince à dessin que j'avais utilisée la nuit précédente en organisant 3 années de reçu en moi. Janvier avait été les prescriptions et la soupe. Février avait été les chaussettes de contention et le plombier. Mars avait été le neurologue, les urgences, et la première fois que grand-mère a oublié mon nom. Si j'étais une sangsue, j'étais du genre à nettoyer les draps du lit à minuit. Le juge Althea Brox n'a pas élevé la voix. Elle n'en a pas eu besoin. Madame Whittaker, a-t-elle dit,
vous allez vous asseoir à moins que vous ne répondiez à une question. » Ma mère s'est assise, mais pas avant d'avoir tourné la tête juste assez pour que toute la rangée derrière elle puisse voir ses larmes. Ces larmes fonctionnaient sur moi autrefois. Quand j'étais petite, si Marissa cassait quelque chose, ma mère pleurait parce que les filles se battaient. Si Marissa échouait à un cours, maman pleurait parce que je la faisais se sentir inférieure. Si j'obtenais une bourse d'études, maman pleurait parce que j'abandonnais la famille. À l'âge de 20 ans, j'avais appris que les larmes de ma mère n'étaient pas de l'eau. C'était des instructions. Excuse-toi. Répare ça. Mets ta sœur à l'aise. Disparaît. Grand-mère a été la première personne à avoir jamais mis un nom dessus. Elle l'a fait un après-midi à la table de sa cuisine pendant que je remplaçais les piles de son horloge murale. Toute la pièce sentait le nettoyant au citron et les toasts brûlés. Tu sais, ta mère ne te qualifie de fiable que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, a-t-elle dit. J'ai ri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Grand-mère n'a pas ri. Elle qualifie Marissa de sensible parce que personne ne peut lui dire non, a-t-elle ajouté. Et elle te qualifie de forte parce que c'est moins cher que d'être juste. Je me souviens de cette phrase parce qu'elle a fait mal à un endroit net. Comme si elle avait appuyé sur une ecchymose dont j'avais cessé d'admettre l'existence. Au tribunal, l'avocat de ma mère a commencé à expliquer que la famille croyait que grand-mère avait eu l'intention que l'héritage soit divisé plus naturellement. Cela signifiait que ma mère s'attendait à avoir le contrôle. Marissa s'attendait à avoir la maison, et j'étais censé accepter un plat de remerciements et la satisfaction morale d'être utile. Le testament actuel ne faisait pas cela. Le testament actuel me laissait la maison. Pas tout l'argent, pas tout, juste la maison. Grand-mère avait écrit que je devais avoir le seul endroit où elle était traitée comme un membre de la famille sans condition. Quand M. Langford a lu cette phrase à haute voix lors de la première réunion, ma mère a repoussé sa chaise si fort qu'elle a heurté le mur. Marissa a dit, ça ne ressemble même pas à grand-mère. Ce qui était drôle parce que Marissa n'avait pas passé plus de 20 minutes seule avec grand-mère au cours des 2 dernières années de sa vie. À moins de compter l'après-midi où elle est venue avec des lunettes de soleil surdimensionnées et a demandé à grand-mère d'être sa garante pour un prêt automobile. Grand-mère a dit non. Marissa ne lui a jamais pardonné. C'était la partie que personne ne voulait dire au tribunal. La version de ma mère était plus propre. Jenna s'est rapprochée. Jenna a pris le contrôle. Jenna a empoisonné grand-mère contre nous. Jenna a volé la maison. C'était simple. Les histoires cruelles le sont généralement. Puis M. Langford a évoqué les chèques. Il avait des copies de retrait du compte de grand-mère. Certains étaient en espèces. Certains étaient libellés à mon nom. L'un était pour 1850 €. 3 mois avant la mort de grand-mère, ma mère s'est penchée en avant quand il a mentionné celui-là. Là, a-t-elle chuchoté assez fort pour que 3 rangées l'entendent. Le juge m'a regardé. Mon avocate, Denise Patel, a légèrement touché mon bras sous la table, non pas pour me réconforter, mais pour me rappeler de ne pas parler jusqu'à ce que ce soit le moment. J'avais engagé Denise avec de l'argent que je n'avais pas, après avoir vendu ma voiture et emprunté la vieille Honda de mon collègue. Elle était calme d'une manière qui poussait les gens à la sous-estimer. De petites boucles d'oreilles, un tailleur gris, aucun mouvement inutile. Elle s'est levée et a dit, « Votre honneur, nous avons des documents pour chaque transaction. » Ma mère s'est moquée. Marissa a chuchoté, « Bien sûr, elle a fait de faux reçus. » C'est à ce moment-là que je me suis retourné. Pas complètement, juste assez. Le sourire de Marissa s'est effacé pendant une demi-seconde, et j'ai vu la fille avec qui j'avais grandi sous le brillant à lèvres et le blazer beige. La fille qui savait exactement où chaque blessure familiale était cachée parce qu'elle avait regardé maman les utiliser en premier. Puis Denise a ouvert la boîte en carton. Elle a étalé le registre des médicaments, les factures de soins à domicile, les reçus d'épicerie, la facture du plombier, les quotes-parts du neurologue. Chaque chèque avait un enregistrement correspondant, beaucoup avec les initiales tremblantes de grand-mère à l'encre bleue. Les 1850 € étaient pour la location d'un lit d'hôpital et la rampe installée après que grand-mère soit tombée en essayant d'atteindre les marches du porche. Ma mère n'a pas regardé la facture. Elle m'a regardé. Son visage avait changé, non pas en honte, mais en calcul, car les preuves ne gênaient pas ma mère. Les preuves l'obligeaient seulement à changer de stratégie. Elle s'est levée à nouveau. « Ces papiers ne veulent rien dire », a-t-elle dit.
Ma fille a toujours été intelligente. Elle sait comment se donner l'air innocente. Les yeux du juge Brox se sont plissés. Madame Whittaker, a-t-elle averti, mais ma mère était déjà partie, emportée par la performance qu'elle avait pratiquée devant son miroir. Elle a retourné ma propre mère contre moi, a-t-elle dit. Elle m'a empêché de la visiter. Elle a intercepté les appels. Elle s'est rendue indispensable pour pouvoir prendre cette maison. Et maintenant elle veut s'asseoir ici comme une martyre pendant que le reste d'entre nous est en deuil. J'ai senti la pièce s'incliner légèrement. Non pas parce qu'elle criait, mais parce qu'il y avait une phrase là-dedans qui était presque vraie. J'avais empêché ma mère de venir une fois. Juste une fois. C'était la nuit avant que grand-mère ne signe la lettre finale. Ma mère ne savait pas que je l'avais. Marissa ne le savait pas non plus. Personne dans cette salle d'audience ne savait que 6 mois avant sa mort, grand-mère m'avait demandé de la conduire chez un notaire à Deville de la parce qu'elle avait dit, « Ta mère connaît tout le monde à la banque, et je ne veux pas que son sourire s'approche de cela. » Je n'ai pas compris alors pourquoi elle voulait que ce soit scellé. J'ai compris quand j'ai trouvé le message vocal après les funérailles. La voix de ma mère, douce et basse, disant, « Maman, si tu continues à menacer de changer les choses, ne t'attends pas à ce que j'amène Marissa. Tu sais à quel point elle est sensible. Tu ne veux pas mourir en laissant ta plus jeune petite fille penser que tu la détestais. » J'avais écouté ce message vocal assise sur le sol de la chambre de grand-mère avec ses pantoufles toujours à côté du lit. Ensuite, j'ai trouvé la page scellée au fond de sa boîte de recettes, derrière la fiche du gâteau renversé à l'ananas. Sur le devant, avec l'écriture tordue de grand-mère, il était écrit, pour le juge, si Evelyne essaie de salir Jenna. Pas pour mon avocat, pas pour ma mère, pour le juge. Alors, quand ma mère m'a traité de voleuse en pleine audience, j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe. Elle était de couleur crème, épaisse, et scellée avec une bande de ruban adhésif transparent parce que grand-mère n'avait jamais fait confiance à la colle. Mon nom était écrit dans le coin, mais les mots les plus grands étaient adressés au tribunal des successions. Denise l'a regardé, puis m'a regardé. J'ai hoché la tête une fois. Elle l'a remise au greffier, qui l'a remise au juge Brox. Ma mère s'est immobilisée, pas confuse. Immobile, comme une personne qui entend un plancher craquer dans une maison qu'elle pensait vide. Le juge a ouvert l'enveloppe avec précaution. Le bruit du ruban adhésif qui se décollait était plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Elle a déplié une page. Son visage n'a pas changé au début. Puis elle a relu la première ligne. L'air de la salle d'audience s'est tendu. Le juge Brox a regardé par-dessus le bord du papier directement vers ma mère. « Madame Whittaker, a-t-elle dit très doucement. Levez-vous. » Ma mère s'est levée lentement. Quand j'avais 22 ans et que je lui ai dit que je ne donnerais pas à Marissa la carte de crédit d'urgence que grand-mère m'avait donnée pour l'école, quand j'avais 30 ans et que grand-mère a ajouté mon nom comme aide financière sur son compte chèque. Pas propriétaire, pas bénéficiaire, juste aide. Et maman a souri pendant 3 bonnes secondes avant de dire, comme c'est gentil pour toi. Cette pulsation signifiait toujours que le masque travaillait trop dur. Le juge Brox a de nouveau regardé la page. Pour le procès-verbal, a-t-elle dit, il semble s'agir d'une déclaration signée par la défunte, Lilian McHarvey, datée du 12 février de cette année, notariée par Hélène Ruiz. Numéro de commission inclus. Le visage de Monsieur Langford était devenu gris. Mon avocate, Denise, est restée parfaitement immobile à côté de moi. Seul son stylo bougeait, tapant une fois contre son bloc-notes juridique. Le juge a continué. La première ligne se lit ainsi, si ma fille Evelyne conteste mon testament en accusant Jenna de vol, demandez à Evelyne ce qu'elle a fait de l'argent de la boîte à biscuits bleus. La pièce a émis un son. Pas un halètement exactement, plutôt comme si plusieurs personnes oubliaient comment respirer en même temps. Les doigts de ma mère se sont recroquevillés contre la table. Marissa a chuchoté, « Quoi ?» Je me suis tourné juste assez pour voir son visage. Pour une fois, elle avait l'air sincèrement confuse. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Ma mère n'avait pas tout dit à Marissa. Elle l'avait utilisé, oui, avait nourri sa colère, lui avait promis la maison, lui avait laissé croire que j'étais la méchante. Mais la boîte à biscuits bleus, ce secret appartenait à maman seule. Le juge Brox a légèrement baissé la page. Madame Whittaker, savez-vous à quoi cela fait référence? Non, a répondu ma mère. Trop vite.
Même l'oncle Paul a levé les yeux. Le juge Brox a laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'il devienne lourd. Vous ne connaissez aucune boîte à biscuits bleus. Ma mère avait beaucoup de boîtes, a dit maman, se reprenant. Elle gardait tout. Des boutons, des recettes, de vieux coupons. C'est ridicule. Le juge a lu à nouveau. La boîte était gardée dans l'armoire à linge derrière les serviettes d'invités. Elle contenait de l'argent liquide que j'avais économisé pour les impôts fonciers et les dépenses de fin de vie. Je l'ai compté le 4 novembre en présence d'Evelyne. Il y avait 14 600 €. Le 9 novembre, après qu'Evelyne soit venue seule, la boîte était vide. Mon estomac s'est noué. J'étais au courant pour la lettre. Je ne connaissais pas ce montant. 14 600 €. Grand-mère m'avait dit une fois qu'elle gardait de l'argent pour les jours difficiles. Je pensais qu'elle parlait de quelques centaines d'euros glissés dans des enveloppes comme le faisaient les personnes âgées parce que les banques les avaient laissés tomber autrefois et qu'elles ne leur faisaient plus jamais totalement confiance. Le visage de ma mère s'est durci. C'est un mensonge. Le juge Brox a regardé la page. Madame Carvé écrit également, quand j'ai demandé à Evelyne, elle a dit que j'avais dû oublier que je l'avais dépensé. Elle a dit que si je le disais à Jenna, Jenna l'utiliserait pour me placer dans un hospice et prendre ma maison. Mes mains sont devenues froides. Pendant 3 ans, grand-mère avait paniqué chaque fois que je parlais d'aide. Pas d'une maison de retraite, pas de l'abandonner, juste de l'aide. Une aide de jour, un détecteur de chute, une douche plus sûre. À chaque fois, elle s'agrippait au bras de son fauteuil et disait « Ne me renvoie pas, Jenny. Jenny. » Elle était la seule à m'appeler ainsi. Je pensais que c'était la démence qui parlait. Maintenant, je savais que cela avait été implanté. Ma mère n'avait pas seulement volé de l'argent. Elle avait volé le sentiment de sécurité de grand-mère et le lui avait redonné sous forme de peur. Monsieur Langford s'est raclé la gorge. Votre honneur, cette déclaration est un oui-dire non sous serment, et nous n'avons pas eu l'occasion de l'examiner. Elle est notariée, a déclaré le juge Brox, et je ne l'admets pas à toute fin en ce moment. Je demande à votre cliente si elle a connaissance de son contenu parce que votre requête allègue une faute financière de la part de mademoiselle Whittaker tout en omettant une allégation très spécifique. De la défunte contre madame Whittaker. Maman s'est tournée vers son avocat. Dites quelque chose. Il s'est penché vers elle, la voix basse mais audible dans la pièce silencieuse. Ne parlez pas à moins que je ne vous le demande. Cela l'a enragé. Ma mère pouvait survivre au fait d'être défiée. Elle pouvait même survivre au fait d'être prise en faute si elle pouvait encore diriger la scène. Mais s'entendre dire de se taire devant les gens, c'était insupportable. Elle m'a de nouveau pointé du doigt. C'est ce qu'elle fait, a dit maman. Elle s'assoit là avec son petit visage blessé et laisse tout le monde m'attaquer. Ma mère était confuse. Elle souffrait de démence. Denise s'est levée. Votre honneur, les dossiers médicaux déjà soumis montrent que madame Carvé a été évaluée à 2 reprises au cours de cette période et jugée apte à gérer ses affaires personnelles avec de l'aide. Ma mère avait de bons et de mauvais jours, a rétorqué maman. Apparemment, le 12 février était un très bon jour, a déclaré le juge Brox. Un petit son a échappé à quelqu'un dans la rangée du fond. C'était peut-être une toux. C'était peut-être un rire. Quoi qu'il en soit, ma mère l'a entendu. Ses joues ont rougi. Le juge Brox a continué sa lecture et chaque phrase atterrissait comme une pierre jetée dans l'eau. Grand-mère avait écrit qu'elle ne voulait pas que ma mère soit seule dans la maison après novembre. Elle avait écrit qu'elle avait dit à Marissa que l'ancien téléphone était là. Le mot de passe est l'anniversaire de Jenny. Ma mère a émis un son étranglé, pas des mots, juste le son de quelqu'un qui regarde une porte verrouillée s'ouvrir de l'intérieur. Marissa s'est levée à moitié. Maman, assieds-toi. Maman a sifflé. Mais Marissa ne l'a pas fait. Son visage avait perdu ses couleurs, ne laissant que 2 taches brillantes sur ses joues. Quoi? De l'argent liquide. Ma mère s'est retournée. Pas maintenant. La voix de Marissa s'est brisée. Tu m'as dit que Jenna avait vidé le compte de grand-mère. Elle l'a fait. Le juge vient de lire. J'ai dit, pas maintenant. C'était ça. Pas du réconfort, pas une explication, un ordre. Et pour la première fois de ma vie, Marissa en faisait les frais en public. Le juge Brox a tapoté la lettre d'un doigt. Mademoiselle Patel,
Êtes-vous en possession de ce téléphone? Denise a répondu, pas pour le moment, votre honneur. Ma cliente a fourni la lettre scellée ce matin, non ouverte. Le juge m'a regardé. Mademoiselle Whittaker. Je me suis levé parce que mes jambes se souvenaient des bonnes manières même quand le reste de moi ne le faisait pas. Je ne connaissais pas l'existence du téléphone, votre honneur, ai-je dit. Ma voix semblait faible, mais elle a tenu. Le panier à couture est toujours dans la maison de grand-mère. Je n'y ai pas touché depuis son décès. La maison a été verrouillée après l'inventaire. Monsieur Langford a frotté ses deux mains sur son visage. Le juge a hoché la tête. Qui a les clés? J'ai dégluti. Moi. Ma mère. Et mon oncle Paul a une clé de secours. L'oncle Paul a levé faiblement une main. Je ne l'ai jamais utilisée, votre honneur. Ma mère s'est assise soudainement. Personne ne lui avait dit de le faire. Elle s'est juste pliée sur la chaise comme si on lui avait coupé les os. Le juge Brox l'a remarqué. Moi aussi. Marissa aussi. La voix du juge est devenue tranchante. Madame Whittaker, où est le panier à couture rouge? Maman a fixé la table. Madame Whittaker. Je ne sais pas, a-t-elle dit, mais cette fois elle l'a dit trop doucement. Le juge s'est adossé. Monsieur Langford, conférez avec votre cliente maintenant. Il s'est penché vers elle immédiatement. Leur chuchotement était frénétique. Maman a secoué la tête 2 fois. Il a chuchoté plus fort. Marissa se tenait derrière eux, regardant de notre mère à moi comme si elle voyait 2 étrangères et n'arrivait pas à décider laquelle l'avait élevée. Je me suis rassise. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes dents. Denise s'est penchée près de moi. Jenna, a-t-elle chuchoté. Quelqu'un n'est-il allé à la maison hier soir? Je me suis tourné vers elle parce qu'elle l'avait demandé doucement, parce qu'elle savait déjà que j'étais sur le point de m'en souvenir. La veille au soir, après le travail, j'étais passé devant la maison de grand-mère. Je m'étais dit que c'était parce que je voulais vérifier la lumière du porche, mais en fait, cela me manquait de voir la fenêtre de la cuisine briller en jaune à travers le buisson de lilas. Il y avait eu une voiture dans l'allée, une Lexus argentée, la Lexus de Marissa, et ma mère se tenait sur le porche avec un sac poubelle noir à la main. Sur le moment, j'ai pensé qu'elles enlevaient de vieux vêtements. Sur le moment, j'étais trop fatigué pour me battre. Maintenant, à travers la salle d'audience, Marissa me regardait avec une panique ouverte et j'ai réalisé qu'elle n'avait pas non plus su ce qu'il y avait dans le sac. Denise a vu mon visage changer. Quoi, a-t-elle chuchoté? Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Ma bouche était devenue sèche. Le juge Brox regardait Monsieur Langford chuchoter de toute urgence à ma mère. La salle d'audience était passée de l'accusation au soupçon et tout le monde pouvait le sentir. Même l'huissier avait cessé de faire semblant de ne pas écouter. Je me suis penché près de Denise. Elles étaient à la maison hier soir. Son stylo s'est figé. Qui? Ma mère et Marissa. Je suis passé en voiture après le travail. Maman avait un sac poubelle noir. Les yeux de Denise se sont aiguisés. Avez-vous vu ce qu'il y avait dedans? Non. Vous ont-elles vu? Je ne pense pas. Elle a écrit une phrase sur son bloc-notes juridique, a détaché la page et l'a apportée au greffier. Le greffier l'a passée au juge Brox. Ma mère a regardé ce petit papier voyager comme si c'était une mèche allumée. Le juge l'a lu. Puis elle m'a regardé. Mademoiselle Whittaker, veuillez vous lever à nouveau. Je l'ai fait. Avez-vous observé quelqu'un à la résidence de la défunte après l'ordonnance d'inventaire? Oui, votre honneur. Quand? Hier soir vers 19h15. La chaise de ma mère a grincé. Qui avez-vous vu? Ma mère et ma sœur. La voiture de Marissa était dans l'allée. Ma mère était sur le porche tenant un sac poubelle noir. Marissa a lâché, je ne savais pas. Les mots ont éclaté hors d'elle avant qu'elle ne puisse les habiller. Toutes les têtes se sont tournées. Ma mère a fait volte-face. Marissa, ferme ta bouche. L'expression du juge s'est durcie. Madame Whittaker, ne donnez pas d'instructions aux témoins dans ma salle d'audience. Des témoins, pas des filles, pas une famille en deuil. Des témoins. Ce seul mot a de nouveau changé l'atmosphère.
Les yeux de Marissa se sont remplis de larmes, mais pas du genre de jolies larmes que maman utilisait. C'étaient des larmes chaudes, effrayées, humiliantes. Elle a agrippé le dos du banc devant elle. Le juge Brox a dit, « Mademoiselle Caldwell, puisque vous avez parlé, je vais vous demander directement. Étiez-vous à la maison de Madame Carvey hier soir ?» Marissa a regardé maman. Maman a secoué la tête une fois. Marissa l'a vu. Le juge aussi. Nous tous aussi. Oui, a chuchoté Marissa. Ma mère a fermé les yeux. Pourquoi étiez-vous là, a demandé le juge. Les lèvres de Marissa ont tremblé. Maman a dit que nous devions récupérer certaines affaires privées de grand-mère avant que Jenna ne les utilise pour nous embarrasser. Mon estomac s'est retourné. La voix du juge Brox est devenue très calme. Quelles affaires privées? Je ne sais pas. Des papiers, de vieux vêtements. Elle a dit que grand-mère écrivait des choses méchantes quand elle était confuse. Et avez-vous retiré des objets? Marissa a hoché la tête. Parlez à voix haute. Oui. Qu'avez-vous retiré? Un sac poubelle du placard du couloir et un panier. La pièce a disparu pendant une seconde. Tout ce que je pouvais voir, c'était le panier à couture rouge de grand-mère posé à côté de son fauteuil inclinable depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Les côtés en osier. Le juge Brox s'est tourné vers l'huissier. Adjoint, veuillez faire avancer Mademoiselle Caldwell séparément de Madame Whittaker. Marissa a bougé comme une somnambule. Alors qu'elle passait devant notre mère, maman a attrapé son poignet. Pas assez fort pour paraître violente. Assez fort pour lui rappeler à qui elle appartenait. L'huissier l'a vue. Madame, lâchez-la. Maman l'a relâchée. Marissa s'est avancée vers l'avant, se tenant près du bureau du greffier, tremblante dans son blazer coûteux. De près, j'ai remarqué que la manche avait une légère tache grise, comme de la poussière ou de la cendre. Le juge Brox a demandé, où est le panier à couture rouge maintenant? Marissa s'est couvert la bouche. Ma mère a dit, ne le fais pas. Le juge a craqué. Madame Whittaker. Marissa a tressailli. Puis elle m'a regardé. Pendant une étrange seconde, nous avions de nouveau 8 et 10 ans, cachés dans la buanderie pendant que maman pleurait dans la cuisine parce que papa avait oublié leur anniversaire. Je me suis souvenu de Marissa serrant ma main et chuchotant, fais-la arrêter. J'étais sorti et je m'étais excusé pour lui. J'avais traduit le désastre en devoir toute ma vie, mais je ne pouvais pas la sauver de celui-ci. Où est-il? A demandé le juge Brox. La voix de Marissa s'est brisée. Dans le coffre de ma voiture. Un bas murmure a roulé à travers la salle d'audience. Ma mère s'est enfoncée dans sa chaise. Le juge Brox n'a pas perdu de temps. Adjoint, sécurisez les clés de Mademoiselle Caldwell. Le véhicule ne doit être accessible à personne, à l'exception des forces de l'ordre ou d'un officier de ce tribunal, jusqu'à nouvel ordre. Marissa a fouillé dans son sac et a remis les clés à 2 mains. Maman a chuchoté, espèce d'idiote. Je l'ai entendu. Marissa aussi. Quelle que soit la loyauté qui restait sur le visage de ma sœur, elle s'est fissurée en plein milieu. Le juge Brox a déclaré une suspension de séance. Le marteau s'est abattu et les gens ont commencé à chuchoter tous en même temps. Ma tante Denise s'est signée. L'oncle Paul s'est levé, puis s'est assis, puis s'est levé à nouveau. La cousine Nathalie a regardé ma mère comme si elle avait découvert une étrangère portant un manteau familier. Denise m'a guidé dans le couloir avant que quiconque ne puisse me coincer. Le couloir du palais de justice sentait la cire pour le sol et le café brûlé. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai essayé de respirer. Elle l'a pris, ai-je dit. Denise a hoché la tête. Et votre sœur a simplement placé l'objet dans sa voiture. Et si le téléphone a disparu? Alors nous nous occuperons de cela. Mais comprenez quelque chose. Denise s'est approchée, baissant la voix. Votre mère est venue ici en vous accusant de vol tout en dissimulant potentiellement des preuves et en retirant des biens soumis à l'homologation. C'est un grave problème pour elle. J'ai ri une fois, mais c'est mal sorti. Un grave problème. Cela semblait si propre. Cela ne ressemblait pas à grand-mère assise effrayée dans sa propre cuisine parce que sa fille l'avait convaincue que la seule personne qui l'aidait attendait de l'enfermer.
Cela ne ressemblait pas à 3 ans de dîner de famille où Marissa levait les yeux au ciel quand je partais tôt pour donner à grand-mère ses pilules du soir. Cela ne ressemblait pas à maman disant aux proches, Jenna a toujours été possessive envers ma mère, pendant que j'étais dans la salle de bain en train de pleurer dans une serviette à main. Au bout du couloir, Marissa est sortie de la salle d'audience seule. Son visage était couvert de plaques rouges. Sans son sourire suffisant, elle avait l'air plus jeune, presque fragile. Je me suis préparé. Elle s'est arrêtée à quelques mètres. Le savais-tu? Je l'ai dévisagé. À propos de quoi? L'argent liquide, le téléphone, quoi que ce soit. Non. Elle a cherché sur mon visage comme si elle essayait de trouver le piège. Puis ses épaules se sont affaissées. Elle m'a dit que grand-mère m'avait promis la maison, a dit Marissa. Elle a dit que tu avais tout changé après que grand-mère soit devenue confuse. Je ne l'ai pas fait. Je le sais maintenant. Je voulais que cela fasse du bien. Ce ne fut pas le cas. C'était comme recevoir un verre d'eau après que la maison ait déjà brûlé. Marissa a tordu sa bague. Hier soir, maman a dit que nous devions protéger la dignité de grand-mère. Elle a dit que tu avais trouvé une lettre paranoïaque et que tu allais l'utiliser pour nous humilier. Elle m'a dit de conduire. Et tu l'as fait. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu ne comprends pas comment elle est avec moi. Cela m'a presque fait rire. Je ne le comprends pas. Elle a détourné le regard en premier. Pour la première fois, peut-être de tous les temps, la honte a atterri à sa place. Avant que l'une de nous ne puisse en dire plus, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. L'huissier est sorti portant un sac de preuves transparent. À l'intérieur se trouvait le panier à couture rouge de grand-mère. Mes genoux ont failli céder. Derrière lui est arrivé un autre officier avec un sac poubelle noir noué en haut. Le juge Brox n'avait pas attendu la fin de la journée. Elle avait envoyé quelqu'un directement sur le parking. L'huissier a disparu dans une pièce adjacente avec les objets. 10 minutes plus tard, le greffier nous a rappelés. Ma mère était déjà assise quand je suis entré. Elle ne pleurait plus. Cela m'a fait peur. Son visage était devenu vide, lisse, presque paisible. C'était le visage qu'elle portait lorsqu'elle avait choisi une nouvelle version des événements et attendait que tout le monde se mette à jour. Marissa s'est assise loin d'elle. Denise et moi sommes retournés à notre table. Le juge Brox a pris place au tribunal. Le panier à couture rouge était posé près du greffier, étiqueté et photographié. Le sac poubelle noir était posé à côté. Son plastique était tendu autour des coins pointus de ce qu'il y avait à l'intérieur. Le juge s'est adressé à la salle. Le tribunal a récupéré le panier à couture identifié dans la déclaration notariée de la défunte. Le panier contient un compartiment dissimulé. Mon cœur a battu la chamade. Un téléphone portable a été trouvé à l'intérieur. Ma mère n'a pas bougé. Le juge Brox a continué. L'appareil s'allume. Denise a expiré doucement. Et le mot de passe fourni dans la lettre a fonctionné. Pour la première fois de la journée, j'ai fermé les yeux. L'anniversaire de Jenny. Grand-mère s'en était souvenue. Le juge Brox a regardé ma mère. Il y a un fichier audio daté du 12 novembre. Monsieur Langford s'est levé à moitié. Votre honneur, je dois m'opposer à toute lecture avant l'authentification. Je ne le joue pas pour une admission comme preuve en ce moment, a dit le juge. J'informe les parties que la préservation a eu lieu et que le contenu semble directement pertinent par rapport aux allégations faites dans cette requête. Ma mère a souri faiblement. Puis elle a dit, bien. Tout le monde s'est retourné. Elle a croisé les mains sur la table. Jouez-le, a-t-elle dit. Que tout le monde entende à quel point ma mère était confuse. Monsieur Langford a chuchoté, Evelyne, non. Mais maman a continué à sourire. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que, quoi qu'il y ait sur ce téléphone, elle croyait pouvoir y survivre. Ou pire, elle croyait que cela me détruirait aussi. Le juge Brox n'a pas joué l'enregistrement. Pas au début. Elle a regardé ma mère pendant un long moment, puis a dit, Madame Whittaker, votre confiance est notée. C'était le genre de phrase qui semblait inoffensive jusqu'à ce que l'on y entende la lame. Le sourire de ma mère s'est aminci. Le juge s'est tourné vers les deux avocats. Compte tenu des problèmes potentiels de preuve,
je permettrai aux avocats d'entendre le fichier dans mon bureau en présence du sténographe judiciaire. Après cela, nous déterminerons ce qu'il convient, le cas échéant, d'inscrire au procès-verbal aujourd'hui. Monsieur Langford a eu l'air soulagé. Denise ne l'était pas. Elle s'est penchée vers moi. Restez ici. Ne dites rien à personne. Puis elle a suivi le juge, le greffier et Monsieur Langford par la porte latérale. La porte de la salle d'audience s'est fermée, et j'ai été laissé à découvert avec ma famille. Pas de juge, pas d'avocat, pas de règles, sauf celle que ma mère avait entraîné tout le monde à obéir. Pendant 10 secondes, personne n'a bougé. Puis maman s'est retournée. Pas vers Marissa, vers moi. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, a-t-elle dit. Sa voix était douce. C'était toujours pire que de crier. J'ai gardé mes mains croisées sur la table et j'ai fixé le grain du plaquage en bois. Tu penses que cela te donne l'air innocente, a-t-elle continué, traîner les délires privés de ta grand-mère au tribunal, laisser des étrangers fouiller dans ses affaires. Marissa se tenait près du mur du fond, les bras enroulés autour d'elle-même. Ma mère lui a jeté un coup d'œil. Et toi? Ne t'avise pas de me regarder comme ça. Marissa a tressailli, puis s'est redressée. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de téléphone. Je t'ai dit ce que tu devais savoir. La tante Denise a chuchoté, Evelyne, arrête. Maman l'a ignoré. Ta grand-mère était vieille. Elle était confuse. Elle a dit des choses cruelles à la fin. Jenna l'a encouragée parce que Jenna aimait être choisie. Cela a frappé plus près que je ne le voulais parce qu'il y avait une petite parlette de moi qui avait aimé être choisie. Pas pour la maison, pour la chaise à côté du lit de grand-mère, pour les contacts d'urgence, pour la façon dont grand-mère cherchait ma main au lieu de celle de ma mère. Quand on grandit affamé, même la responsabilité peut avoir le goût de l'amour. Ma mère savait exactement où appuyer. Tu as toujours été jalouse de Marissa, a-t-elle dit. Tu avais toujours besoin de prouver que tu étais meilleure, plus intelligente, plus utile. Je l'ai finalement regardée. J'étais utile parce que personne d'autre ne se présentait. L'oncle Paul a murmuré, c'est vrai. La pièce s'est figée. Ma mère s'est retournée contre lui. Pardon? Il a frotté son front, mais cette fois il n'a pas détourné le regard. C'est vrai, EV. Jenna était là. Nous savons tous qu'elle y était. Maman l'a regardé comme si la trahison était une langue qu'elle n'avait jamais imaginé qu'il apprendrait. Puis Marissa a parlé. Qu'est-il arrivé à l'argent liquide? Le visage de maman a changé d'une fraction. Il n'y avait pas d'argent liquide. Grand-mère a écrit le montant exact parce que Jenna le lui a dit. Je ne connaissais pas le montant, ai-je dit. Maman a craqué. Personne ne t'a rien demandé. Marissa a fait un pas en avant. Qu'est-il arrivé? Ma mère a ri une fois. Écoute-toi. Tu vas croire la paranoïa d'une femme morte et la paperasse de ta sœur plutôt que moi. Les yeux de Marissa se sont de nouveau remplis, mais elle n'a pas cédé. Je te le demande. Pour la première fois de ma vie, ma sœur parlait comme moi. La porte latérale s'est ouverte avant que maman ne puisse répondre. Tout le monde s'est retourné. Le juge Brox est revenu en premier. Son visage était indéchiffrable. Denise a suivi, palme stable. Monsieur Langford avait l'air d'un homme sortant d'un accident. Mon estomac s'est serré. Denise s'est assise à côté de moi et a glissé une main sur la mienne sous la table. Cela m'a fait plus peur que tout. Le juge Brox a pris place. Je vais résumer, a-t-elle dit. Plutôt que de jouer l'audio dans son intégralité à ce stade, l'enregistrement sera conservé pour des procédures ultérieures. Ma mère est restée très immobile. Le juge a baissé les yeux vers ses notes. Le fichier semble capturer une conversation entre Madame Carvey et Madame Whittaker. Le 12 novembre, Madame Carvey pose des questions sur l'argent manquant dans une boîte à biscuits bleus. Madame Whittaker nie l'avoir pris. Madame Carvey déclare, Evelyne, je l'ai compté avec toi debout là. Je pouvais entendre la voix de grand-mère dans ma tête. Faible, têtue, effrayée. Le juge Brox a continué. Madame Whittaker dit ensuite à Madame Carvey que si elle répète ses accusations, la famille croira qu'elle est incompétente. Elle déclare en outre que Mademoiselle Whittaker pourrait utiliser une telle confusion pour placer Madame Carvey dans un établissement de soins.
Marissa s'est couvert la bouche. La mâchoire de ma mère s'est contractée. Le juge a tourné la page. Madame Carvé dit que Jenny ne ferait jamais cela. Madame Whittaker répond, tu ne sais pas ce que les gens font quand il s'agit de maison. J'ai regardé la table parce que si j'avais regardé ma mère, je n'aurais peut-être rien vu d'humain. La voix du juge Brox est restée égale. Plus tard dans l'enregistrement, Madame Whittaker fait référence au fait d'avoir déjà emprunté de l'argent pour Marissa et dit, tu ne peux pas t'attendre à ce que je laisse mon enfant se noyer pendant que tu es assise sur de l'argent liquide. Marissa a émis un son comme si elle avait été giflée. Ma mère a fermé les yeux. C'était là, pas disparu, emprunté pour Marissa, la fille préférée, protégée avec de l'argent volé. Et puis après la mort de grand-mère, elle l'avait emporté. Le juge Brox a enlevé ses lunettes. Madame Whittaker, sur la base de ce que ce tribunal a entendu aujourd'hui, j'ai des inquiétudes concernant la crédibilité de votre requête, la dissimulation ou le retrait possible de biens de la succession, et l'exploitation financière potentielle de la défunte. Monsieur Langford s'est levé. Votre honneur, ma cliente. Votre cliente ferait bien d'écouter attentivement, a dit le juge Brox. Il s'est assis. Le juge a continué, j'ordonne que les objets récupérés soient sécurisés. Je suspends tout accès de Madame Whittaker et de Mademoiselle Caldwell à la résidence en attendant une nouvelle ordonnance. Je renvoie l'affaire aux autorités compétentes pour un examen d'une possible maltraitance financière envers les personnes âgées et de la falsification de preuves. Le visage de ma mère est devenu blanc, non pas de honte, mais parce que les conséquences étaient entrées dans la pièce en portant une robe de magistrat. Le juge Brox s'est tourné vers moi. Mademoiselle Whittaker, jusqu'à la prochaine audience, vous ne devez retirer aucun bien de la résidence sauf par l'intermédiaire de votre avocat ou avec l'autorisation de ce tribunal. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. Bien. Son expression s'est adoucie à un degré infime. Ce tribunal note également que les documents fournis par Mademoiselle Whittaker sont organisés, contemporains et cohérents avec les volontés déclarées de la défunte. J'ai cligné des yeux forts. Ce n'était pas exactement des louanges, mais après des années à être qualifiée de dramatique, égoïste, manipulatrice, avide. C'était comme si quelqu'un avait posé une main sur le sol et avait dit, ici, tiens-toi ici. Cette partie est réelle. Puis le juge Brox a de nouveau regardé le sac poubelle noir. Il reste un problème, a-t-elle dit. L'huissier a avancé le sac. Ma mère a chuchoté, non, c'était si calme que je l'ai presque raté. Le juge Brox ne l'a pas raté. Qu'y a-t-il dans ce sac, Madame Whittaker? Maman a pincé les lèvres. Marissa l'a regardé. Maman. Le juge Brox a fait un signe de tête au greffier. Le sac a été ouvert avec précaution, le plastique craquant dans la pièce silencieuse. À l'intérieur, il y avait des dossiers, pas des vêtements, pas des affaires privées, des dossiers, des enveloppes, et une petite caisse à monnaie en métal avec le nom de grand-mère scotché sur le dessus. Le greffier a retiré le premier dossier et a lu l'étiquette. Relevé bancaire. Le deuxième, procuration médicale. Le troisième, correspondance. Puis elle a soulevé une enveloppe en papier manille, scellée mais pliée au coin. Écrit en travers sur le devant avec l'écriture tremblante et reconnaissable entre toutes de grand-mère, il y avait quelques mots. Pour Jenna après mon départ. Ma gorge s'est serrée. Denise s'est assise plus droite. Le juge Brox a regardé l'enveloppe puis ma mère. Pourquoi était-ce dans un sac poubelle dans le coffre de votre fille? Ma mère n'a rien dit. Marissa avait l'air d'être sur le point d'être malade. Je pensais que c'était de vieux papiers. Le juge Brox a retourné l'enveloppe. Le seau semble brisé. La pièce s'est inclinée. Brisée. Quelqu'un l'avait ouverte. Le greffier a soigneusement retiré le contenu. Il y avait une lettre et, en dessous, une plus petite enveloppe blanche. Le juge a lu la première page en silence. Son expression a changé. Pas du choc cette fois, quelque chose de plus proche du chagrin. Elle m'a regardé, puis ma mère. Madame Whittaker, a-t-elle dit. Avez-vous lu cette lettre? Les yeux de ma mère se sont levés. Pendant une terrible seconde, elle a souri. Puis elle a dit, oui. La voix du juge Brox a baissé. Et où est l'objet que Madame Carvé dit être inclus? Ma mère m'a regardé avec une haine pure. Marissa a chuchoté,
quel objet? Le juge a levé la plus petite enveloppe. Elle avait été fendue pour être ouverte. Elle était vidée sur le devant, avec l'écriture de grand-mère, il était écrit « Le reçu de transfert de propriété ». Pendant une seconde, personne n'a compris ce que l'enveloppe vide signifiait. Puis Denise a inspiré à côté de moi. Pas un halètement. Une respiration d'avocat. Le son d'une pièce manquante devenant une carte. Ma mère l'a entendu aussi. Ses yeux ont fuité vers Denise, puis vers le juge, puis de nouveau vers moi. Le juge Brox a tenu l'enveloppe vide entre deux doigts. Madame Whittaker, où est le reçu de transfert de propriété? Ma mère a levé le menton. Je ne sais pas. Cette fois, personne ne l'a cru. Ni l'oncle Paul, ni la tante Denise, ni Marissa, qui avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Le juge Brox a regardé M. Langford. Maître. Il s'est levé lentement. Votre honneur, je ne peux pas représenter au tribunal que j'ai connaissance de l'emplacement de l'objet. C'était le langage juridique pour dire que je ne coule pas avec ce navire. Denise s'est levée. Votre honneur, puis-je? Le juge a hoché la tête. Denise s'est tournée vers moi. Jenna, votre grand-mère a-t-elle jamais mentionné le transfert de la maison en dehors du testament? Mon pouls battait dans mes oreilles. Non, elle m'a seulement dit qu'elle voulait que je l'aie. Denise a de nouveau fait face au banc. Un reçu de transfert de propriété suggère qu'il peut y avoir un instrument enregistré. Si tel est le cas, le reçu manquant ne peut pas annuler le transfert. Nous pouvons obtenir des copies certifiées auprès du bureau d'enregistrement du comté. Le visage de ma mère a changé. Juste légèrement, mais je l'ai vu. Le juge aussi. Le juge Brox s'est adossé. Madame Whittaker, pensiez-vous que retirer ce reçu empêcherait mademoiselle Whittaker de prouver la propriété? Le juge a continué, la maison n'est pas soumise à distribution selon le testament contesté de la manière dont les pétitionnaires l'ont représenté. J'ai entendu les mots. Je les ai compris. Mais mon corps n'a pas bougé. Après tous les cris, toutes les accusations, toutes les nuits où je suis resté éveillé à me demander si l'amour venait toujours avec une facture. La vérité est arrivée dans une phrase si simple qu'elle semblait presque trop petite. La maison était à moi. Non pas parce que je l'avais volée. Parce que grand-mère me l'avait donnée. Denise a touché mon bras. Respirez. Je l'ai fait et cela a fait mal. Le juge Brox a rejeté la requête de ma mère pour la journée dans l'attente d'un examen plus approfondi, a ordonné que les biens de la succession soient sécurisés, et a renvoyé l'argent manquant et les documents retirés aux enquêteurs. Il a été dit à ma mère de ne pas me contacter au sujet de la succession. Ni par l'intermédiaire de parents, ni par l'intermédiaire de Marissa, ni par l'intermédiaire de qui que ce soit. Alors que nous nous levions pour partir, maman m'a finalement regardé. Il n'y a pas eu de larmes, pas d'excuses, juste la même froide incrédulité qu'elle avait toujours quand je ne retournais pas à la place qui m'était assignée. Tu penses avoir gagné, a-t-elle dit. J'ai regardé ses perles, ses cheveux parfaits, ses mains vides. Non, ai-je dit. Grand-mère l'a fait. C'est la dernière chose que j'ai dite à ma mère dans cette salle d'audience. Les mois qui ont suivi n'ont pas été propres. Les gens aiment imaginer que la vérité répare tout d'un coup. Ce n'est pas le cas. La vérité, c'est plutôt comme allumer une lumière dans une pièce crasseuse. D'abord, vous voyez le désordre, puis vous décidez si vous avez la force de le nettoyer. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de boîte à biscuits bleus, mais ils en ont trouvé assez. Des dépôts bancaires qui ne correspondaient pas aux revenus de ma mère, des textos sur le fait d'emprunter à maman, et un garde-meuble où elle avait caché d'autres papiers de grand-mère. L'argent liquide manquant n'a jamais été entièrement récupéré. Ma mère a plaidé coupable pour une accusation réduite et a été condamnée à en rembourser une partie. Elle a dit aux gens qu'elle était persécutée par une fille ingrate. Certains l'ont cru. Cela a fini par cesser de me déranger. Marissa m'a appelé 3 semaines après l'audience. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, elle n'a pas demandé la maison. Elle n'a pas défendu maman. Elle a juste dit « Je suis désolé ». J'ai souri. De toutes les excuses qu'elle aurait pu offrir, c'est celle qui m'a défaite parce qu'elle savait. Elle savait exactement quel moment avait fait mal. Nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis. La vraie vie n'est pas si généreuse, mais nous sommes devenus honnêtes à petite dose. Un café une fois par mois,
des appels courts, pas de faux semblants. Elle a vendu la Lexus, a commencé une thérapie, a appris la différence entre être aimé et être géré. Au printemps suivant, j'ai emménagé dans la maison de grand-mère. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas dans le salon parce que je n'arrivais pas encore à prendre sa chambre. La maison faisait tous ces vieux bruits autour de moi. Les tuyaux qui cognaient, le réfrigérateur qui bourdonnait, les branches de lilas qui grattaient la fenêtre de la cuisine. Pendant un moment, chaque coin faisait mal. Son fauteuil, sa tasse, le pull jaune toujours suspendu près de la porte de derrière. Puis, lentement, la douleur est devenue autre chose. J'ai peint les boiseries en blanc, réparé les marches du porche, planté du romarin près de l'allée parce que grand-mère disait toujours qu'une maison devait sentir comme si quelqu'un cuisinait, même quand il n'y avait personne. En juin, une copie certifiée de l'acte de propriété est arrivée par la poste. Je me suis assise à la table de la cuisine de grand-mère pour l'ouvrir, la même table où elle avait compté des pilules, épluché des pommes, payé des factures, et m'avait dit que ma mère me qualifiait de forte parce que c'était moins cher que d'être juste. J'ai placé l'acte à côté de son carnet à spirale bleue. Ensuite, j'ai trouvé une dernière chose glissée dans la pochette arrière du carnet, une fiche de recette pour le gâteau renversé à l'ananas. En bas, avec l'écriture de grand-mère, elle avait écrit « Génie, ne passe pas ta vie à prouver que tu n'es pas ce qu'ils t'ont appelé. Vis simplement si fort que le mensonge se fatigue. » J'ai ri et pleuré en même temps. Cet été-là, j'ai préparé le gâteau. Il s'est affaissé au milieu. Grand-mère l'aurait qualifié de laid et en aurait mangé 2 parts de toute façon. Au coucher du soleil, j'ai apporté une assiette sur le porche et je me suis assise sur la marche du haut. Celle que j'avais autrefois payée pour faire installer une rampe parce qu'elle avait peur de tomber. Les lilas étaient en fleurs. Les fenêtres étaient ouvertes. Pour la première fois depuis des années, la maison ne ressemblait ni à un champ de bataille, ni à un héritage, ni à une preuve dans une salle d'audience. Elle ressemblait à un refuge. J'ai regardé la chaise vide à côté de moi et j'ai imaginé grand-mère là, équeutant des haricots verts dans un bol, faisant semblant de ne pas être satisfaite. Ma mère m'avait pointé du doigt devant tout le monde et m'avait appelé la sangsue de la famille. Mais grand-mère avait laissé une page scellée et une vérité enregistrée et une maison où je pouvais enfin arrêter de défendre mon droit d'être aimé.